Voilà, j'ai essayé de regarder cette question du sens au travail qui aujourd'hui traverse évidemment beaucoup de travaux de sociologie du travail et de sociologie des organisations dont je suis issue. Et je voudrais m'intéresser à la fois aux figures contrastées du travail et en même temps à la manière dont on peut mettre en œuvre un certain nombre d'actions en faveur d'un sens renforcé dans des formes de travail qui restent, pour reprendre la terminologie qui vient de nous être présentée, relativement marchandisées, hein. On n'est pas dans le volontariat, on est dans le travail classique. Donc, merci. L'objet de la communication, c'est donc d'interroger cette crise de sens au travail et de proposer ces pistes de réflexion et d'action en faveur d'une promotion du sens de travail, comme je venais de le dire. Alors, on peut passer le slide suivant, même si je vais peut-être, avant cela, présenter un petit peu le fait que plusieurs auteurs, plusieurs penseurs, y compris les classiques, se sont intéressés au sens du travail, que ce soit Durkheim, Marx, Weber, plus proche de nous, Luc Boltanski, F. Chiappiello, Vincent de Gaulle-Jacques, enfin je ne peux pas tous les citer, mais on a une floraison aujourd'hui de travaux d'observateurs des transformations, voire des perturbations récentes du travail, qui se réfèrent avec une acuité nouvelle à cette question du sens pour en expliciter les malaises, les maux, les burn-out, la remise en cause du métier, les reconversions, les démissions ou simplement des exigences nouvelles à l'égard du travail. Que ce soit des économistes, des sociologues, des psychologues, des ergonomes, même des managers, le sens du travail deviendrait donc quelque chose qui est central, voire un enjeu parfois au sein des RH en faveur de l'attractivité des métiers ou de la fidélisation des salariés. Bon, voilà, comment on peut saisir cette question du sens? C'est en tout cas le propos que je vais essayer de tenir à travers deux enquêtes de terrain que j'ai mobilisées, je dirais, un peu après coup, parce que ces enquêtes n'ont pas été directement menées pour une étude sur le sens du travail. Elles avaient comme objectif de comprendre davantage, dans un sens beaucoup plus large, ce qui s'était joué d'inédit dans le travail en période de confinement, donc auprès d'un secteur particulier, en tout cas qui a connu des transformations particulières pendant le confinement, c'est le secteur social et médico-social. Et une autre entreprise dans un secteur très différent de conducteurs de bus qui a été étudiée donc une entreprise de transport urbain qui a été étudiée 2 ans après la Covid avec une alerte, je dirais, de la direction par rapport à une baisse de la qualité de service, voire une pénurie et un manque de services assurés, hein. Voilà, donc il est légitime aujourd'hui peut-être d'interroger cette question, en tout cas c'est celle qui m'a orientée à la faveur d'une revisite de ces deux terrains pour comprendre ce qui pouvait s'être joué à propos du sens du travail dans ces deux contextes. Alors, slide suivant. Donc, dans le secteur social et médico-social, pendant le confinement, une expérience particulière se produit puisque bah, ce secteur est à la fois fortement touché. Il y a évidemment des arrêts d'activité pour beaucoup de structures, mais il y a également des décisions de maintenir ouvertes des structures qui accompagnent des publics, donc dans des missions d'accompagnement, comme je viens de le dire, mais qui, évidemment, en période de Covid, ne peut se faire qu'à distance. D'autres structures qui maintiennent une présence obligatoire parce que les établissements sont considérés comme prioritaires, donc les centres d'hébergement, les soins d'addictologie, etc. Donc on voit le personnel se mobiliser pour inventer de nouvelles solutions pour accompagner ces publics aussi bien en présence qu'à distance. Donc, ce qui se produit, hein, c'est un ensemble de réaménagements, une réorganisation des rythmes et des temps de travail, une modification et une invention de nouvelles pratiques dans le travail. On maintient l'activité, on organise différemment son temps, on prend en charge des missions élargies, souvent complexifiées. Donc, la charge de travail se modifie également, elle devient dans certains cas plus lourde, mais néanmoins, contre toute attente, les transformations sont aussi relativement heureuses. On peut passer au slide suivant pour découvrir que les réponses qui se dessinent dans ce secteur, ce sont des réponses mises en œuvre par le terrain, par les professionnels eux-mêmes,
Donc, des réponses adaptatives et incrémentales qui se construisent au fur et à mesure des exigences nouvelles qui se posent dans l'activité, dans ces conditions inédites. On voit également Des réponses surgir une autonomie exactement, des collective réponses adaptatives et construite par incrémentales. le collectif et au sein du métier, donc d'une façon collégiale. Chacun s'organise pour essayer de répondre au mieux à cette demande dans un contexte modifié. Donc, renforcement des équipes, c'est également un des deuxièmes aspects positifs de ce contexte inédit. Les équipes parlent d'accroissement de l'entraide et de la solidarité à l'intérieur de ce temps, hein, qui est évidemment le temps du confinement. Une coopération renforcée entre collègues et entre professionnels. Les gens s'appellent, les gens s'occupent de savoir comment soulager certaines personnes qui sont en situation de difficulté pour être présents, par exemple 48 heures d'affilée pour éviter les contaminations en période de Covid. Certains éducateurs ont choisi de travailler 48 heures d'affilée et d'organiser des roulements pour éviter justement les contagions. Donc on a vraiment une mobilisation très importante. Et troisième constat, slide suivant, l'irruption d'un sens accru, voire retrouvé dans le travail. C'est ce que disent la plupart des professionnels. Rétrospectivement, ils éprouvent un sentiment de fierté d'avoir réussi à maintenir cette continuité de service tout en préservant le mieux possible la qualité. Et on voit également que dans certaines situations, les qualités du suivi ne sont pas du tout dégradées, enfin, même si elles sont modifiées, on ne peut plus être forcément présent, mais on appelle des jeunes qui sont autistes. Enfin, il y a des tas d'expériences qui montrent que même dans un centre d'addictologie, par exemple, finalement, les résultats sont plutôt meilleurs. Donc, on a également ce que les professionnels notent avec un certain intérêt, un recentrage sur le cœur de métier. Certains disent, j'ai apprécié l'attention qui a été portée aux autres, j'ai eu l'impression de retrouver du sens dans mon travail, de m'éloigner un peu du côté production et d'être plus dans le côté humain. Donc, on voit surgir, évidemment, dans ce qu'il y a de plus intéressant, euh, des volontés, enfin des améliorations, pardon, de la qualité du travail et également des résultats probants sur la prise en charge des publics, comme je le disais. Donc, la proximité nouvelle sur des lieux de vie permet, contre toute attente, bon, enfin, de valoriser davantage la relation. Donc, les éducateurs estiment que les relations sont resserrées avec les publics, les perceptions changent et les résultats sont, comme je le disais, plutôt positifs par rapport aux objectifs sociaux qui sont poursuivis. Certains parlent encore de la promotion Covid, puisqu'il y a eu des absences de rechute dans la consommation de drogue dans un centre d'hébergement pour adultes en addictologie. Donc, par rapport à certaines problématiques, on est très étonné de se dire, dans ce contexte apparemment dégradé, se produit des choses relativement inattendues. Le bilan que l'on peut tirer de cette expérience-là, c'est un sentiment de réappropriation du métier qui est patent dans la plupart des structures qui ont maintenu cette activité. Le confinement, nous dit-on, a permis de prendre un vrai temps, de questionner l'accueil des publics, de les découvrir, de les rassurer avec des rituels autres. Bon, il y a une innovation, hein. Elle se fait, cette innovation, au cœur du métier, mais un problème quand même essentiel, c'est que quand on déconfine, on peut observer qu'il n'y a aucun apprentissage organisationnel. C'est-à-dire que dans la plupart des structures, au moment du déconfinement, tout se remet en place comme avant, les fonctionnements anciens se remettent en place brutalement, les hiérarchies reviennent, personne ne se questionne sur ce qui s'est passé, donc ça produit des déceptions, des frustrations, des démissions, et on a ce qu'on a connu dans d'autres secteurs, un désengagement important en faveur de départ ou en faveur d'une comment dire, d'une compensation, d'une résignation dans certains cas. La deuxième enquête concerne donc ces conducteurs de bus dans les transports urbains. Et là, on est un peu en post-confinement, enfin, en post-Covid, pardon, 2 ans après le Covid. Et ça va très mal. Pas mal de conducteurs sont partis à la concurrence. Ils font le même métier, mais ailleurs, en expliquant que ce qui va plus, c'est le contexte qui a changé. Alors, il y a un sentiment également un peu d'amertume
par rapport à ce qui s'est passé pendant le Covid. On était là, on a travaillé, on a pris des risques pour emmener les gens sur leur lieu de travail et on n'a pas été beaucoup récompensés, on n'a pas parlé de nous. On a l'impression également que les transformations récentes du travail se sont dégradées avec une plus faible écoute du terrain. Les chauffeurs disent on est pourtant un maillon essentiel entre les voyageurs et l'entreprise, mais on ne nous demande pas notre avis. On voit également surgir des prescriptions de plus en plus établies à distance, coupées du terrain, avec une centralisation récente de ce qu'on appelle dans l'entreprise les régulateurs, c'est-à-dire ceux qui planifient les temps de trajet et qui les contrôlent à distance. Alors avant, ces fameux régulateurs se trouvaient au terminus des bus. Et si le bus sur cette ligne-là était en retard, on pouvait en discuter, on pouvait dire ah ben, il y a eu des travaux, des bouchons, enfin, il y avait un certain nombre de négociations possibles pour expliquer les retards, alors que là, on vit très mal le fait qu'on est surveillé et contrôlé à distance par des régulateurs qui sont maintenant devant des écrans et qui géolocalisent l'ensemble des bus qui assurent la ligne sur un trajet. Donc, c'est mal vécu, évidemment. Et il y a également quelque chose de très important qui est mentionné par beaucoup, beaucoup de chauffeurs, c'est les comportements individualistes des nouvelles recrues. Alors, ce n'est pas forcément des jeunes, c'est les nouvelles recrues, puisqu'il y a eu beaucoup de départs, il y a eu aussi des recrutements récents. Et selon les anciens, en tout cas, ils considèrent que ces comportements, enfin, ces nouvelles recrues ne jouent pas le jeu de l'esprit d'équipe et que la qualité du travail s'en ressent parce qu'il n'y aurait plus cet esprit d'équipe. Donc, je vais faire rapide parce que je voudrais passer après. Donc, les attentes des salariés, quand on les interroge, c'est bah, évidemment aussi l'amélioration des conditions de travail, parce que ce qui fait sens quand même dans ce métier, c'est aussi le salaire, la possibilité de tenir la pénibilité de ce travail avec des horaires décalés, parfois du travail de nuit, etc. Une prise en compte également des difficultés du métier, donc c'est important, c'est une réclamation importante. Prendre en compte le métier réel, hein, pour reprendre le vocabulaire de la dynamique ou de la clinique du travail. Apporter la possibilité d'y répondre de façon appropriée, hein, donc débattre du travail, on le verra. Donc il y a aussi une demande de régulation pour construire des normes collectives au sein du métier qui semblent avoir disparu, hein. Donc voilà un petit peu les attentes qu'on recueille au niveau de ces conducteurs de bus. Donc, il y a des actions qui sont entreprises, puisqu'il y a une commande de la part de cette entreprise par rapport à cette inquiétude et à la nomination d'un nouveau PDG. Donc, les actions pour renforcer cette attractivité du métier vont être de mettre en place des groupes de travail participatifs sur différents thèmes et axes de progrès qui ont été identifiés lors de cette étude. Donc, les résultats sont relativement probants sur la perte d'effectifs immédiate, en tout cas. Il faut savoir aussi qu'elle s'est soldée, enfin une des mesures qui a été prise, c'est une augmentation assez substantielle d'une prime et du salaire de ces chauffeurs qui en a fait revenir certains. Donc on voit que le sens du travail, enfin le salaire constitue quand même aussi dans ces métiers un sens ou une explication valide pour comprendre ce qui fait revenir un certain nombre de personnes. Donc le sens du travail, on voit que c'est une grammaire très complexe selon les contextes. Elle, elle fait intervenir différents facteurs et il existe une grande variété de sens. Ce que je peux constater par rapport à ces deux terrains qui n'ont pas de valeur représentative, évidemment, on est dans le qualitatif, mais il y a un peu une grande émergence, quand même, des convergences, pardon, dans l'émergence du non-sens. Donc, ce qui fait perte de sens, c'est l'absence de possibilité d'agir sur les modalités concrètes de l'organisation de son travail, c'est la non prise en compte du terrain, donc du travail réel, du travail vivant, l'éloignement des décideurs qui prescrivent le travail sans le connaître et des modes d'évaluation individuelle qui pénalisent la dimension collective du travail et aussi sa qualité. Donc, par rapport à ces observations, je voudrais développer quelques réflexions et quelques perspectives pour l'action, qui sont donc par rapport à ce qu'on vient de dire, essayer de construire des conditions favorables à l'action collective et à la coopération des hommes. Alors, c'est évidemment ce qui ressort de la plupart des difficultés dans le travail, c'est
quand il n'y a pas possibilité de délibérer, quand il n'y a pas valeur de partage, valeur partagée par exemple, par contre dans le travail, se produit effectivement des disparitions de cet esprit d'équipe dont je parlais. Alors comment on peut renforcer? Il faut savoir que Oui, la il faudra coopération, conclure, s'il vous plaît. oui, il reste 2 minutes, c'est ça? Non, non, vos 2 minutes sont épuisées. Ah, elles sont déjà Alors, écoulées, il c'est vous reste parce que je juste n'ai le pas temps vu de la avant. conclusion. Bon, alors, donc, les perspectives sont d'essayer de construire cette coopération qui n'est pas simplement une valeur, mais une construction sociale. Donc, importance également de la connaissance du terrain, investir dans la connaissance concrète des situations de travail vécues et offrir la possibilité d'en débattre. Et je conclus sur la deuxième perspective d'action. Créer du sens en contexte, c'est-à-dire, dans la plupart du temps, ça passe par délibérer du travail, construire des accords sur ce travail. La coopération repose, comme on l'a dit précédemment, sur la capacité du collectif à confronter les différents modes opératoires et à trouver des manières de faire qui soient plus efficaces, plus justes, plus acceptables. Et ces accords doivent devenir des normes ou des règles collectives. Elles consistent aussi à professionnaliser les hommes au lieu de sophistiquer les structures. Donc, elle invite à ouvrir le jeu, comme le disait Michel Crozier en son temps, pour créer des contextes qui rendent possibles et rationnels des investissements nouveaux.